Bienvenue dans ce nouvel opus du podcast DaNews Sécurité consacré aux droits de la sécurité privée. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'organisation des manifestations sportives au niveau justement de la sécurité. Et oui, parce qu'il y a beaucoup de manifestations sportives, mais est-ce qu'on sait réellement ce qui s'y passe et comment on prépare cela? Quelles sont les obligations générales? Y a-t-il des cas particuliers? Le continuum de la sécurité est-il l'atout pour une bonne organisation? Et bien d'autres questions qui seront traitées par maître Thibaut du Manoir de Juhé, avocat spécialisé en sécurité privée, fondateur du cabinet du Manoir de Juhé. Bonjour, bienvenue. Bonjour et puis merci de m'accueillir ici. Alors, Thibaut ne sera pas tout seul pour éclairer nos esprits sur cette thématique. Plaisir d'accueillir Éric Ledeuil, directeur du Centre national de rugby, directeur de la sécurité, sûreté. Bonjour, bienvenue. Merci, bonjour. Alors, juste avant qu'on débute, on va avoir lors de ce podcast, finalement, on va faire un peu comme pour une rencontre sportive. Hein. On va essayer de la préparer du mieux possible et faire en sorte qu'elle se passe bien. Juste une question, est-ce que vous avez... On va démarrer avec vous, maître Thibaut, votre sport de prédilection? Alors mon sport de prédilection, bon, il y a le rugby bien entendu, mais j'oscille à titre personnel entre tennis, voile et char à voile. Eh ben voilà, donc ça en fait plusieurs, vous voyez. J'ai essayé le kitesurf, mais ma définition, c'est de la nage tractée sous l'eau. Éric, sport de prédilection? Le rugby. Bon, il n'y a pas de surprise, quoi. Voilà. Ok. Alors, messieurs, je disais la thématique... l'organisation des manifestations sportives au niveau de la sécurité. D'abord, Thibaut, quelles sont les obligations générales, si tant est qu'il y en ait? Alors moi, ce qui m'intéresse avec mon approche de juriste, d'avocat, c'est de dire qu'on sort de fondements juridiques, parce que souvent ici on nous parle du code de la sécurité intérieure, et là on a un deuxième élément qui est important, c'est le code du sport. Et dans le code des sports, vous avez des dispositions sur la sécurité des manifestations sportives que j'ai trouvées extrêmement intéressantes parce que c'est un exemple du continuum de sécurité où on a un véritable partenariat entre l'organisateur de l'événement, comme la Fédération française de rugby, et puis les forces de l'ordre. Donc c'est l'obligation d'établir un plan de sécurité qui est soumis aux forces de l'ordre, et puis il y a des navettes... et ainsi de suite. Mais je pense que Éric en parlera bien mieux que moi. Alors, par rapport à ce que dit Thibaut, c'est intéressant, c'est-à-dire que le code, il y a des règles. Si on prend un exemple très précis, pragmatique, France-Angleterre, tournoi destination, ok, quel stade, comment, pourquoi? Donc, comme l'expliquait Maître, il y a effectivement des échanges qui doivent être nourris entre l'organisateur, les concessionnaires des enceintes sportives qui nous accueillent dans le cadre d'une fédération, mais également les services de l'État, coordonnés par les préfectures de département ou la préfecture de police sur Paris et les départements de la Petite Couronne. Donc, une fois que nous connaissons la date de nos événements, le lieu de nos événements, nous rentrons en contact avec les services de la préfecture afin de leur présenter notre manifestation, la typologie de l'événement, et s'ensuit effectivement, dans le respect des réglementations qui nous incombent, il y a des instructions ministérielles quand même qui sont spécifiques à nos manifestations sportives et au continuum de sécurité que vous évoquez entre le dispositif que doit mettre en place l'organisateur, principalement dévolu à l'enceinte de la manifestation, un stade, une piscine, une aréna, avec, je dirais, et le périmètre missionnel de la manifestation qui est en liaison avec les forces de sécurité intérieure. Alors, ça doit être le 16 juin 2024, vous avez le défenseur des droits, alors c'est Claire Hédon, je ne sais pas si on dit le défenseur ou la défenseur des droits, qui a fait un bilan et des recommandations sur justement l'organisation des manifestations sportives à la suite du match de Liverpool au Stade de France qui doit dater de, je crois que c'était mai 2022, et vous aviez eu des dérives avec notamment beaucoup de supporters anglais qui s'étaient fait gazer abusivement. Et c'est intéressant de se plonger dans ce document parce qu'on a 10 recommandations, et notamment sur les problèmes de partenariat privé-public, et puis au niveau des forces de l'ordre, dire attention, gazer tout le monde, c'est pas une solution.
c'est pas aussi brutal que ça dans le texte, mais c'est presque. Mais ça veut dire que quand vous parliez justement tous les deux, vous l'évoquiez tout à l'heure, ce continuum de la sécurité. Si je continue sur mon exemple là de France-Angleterre, donc on sait que ça va jouer au Stade de France, vous l'avez précisé Eric, discussion avec l'endroit, l'enceinte, les services préfectoraux, mais après, qu'est-ce qui se passe en termes d'obligations générales ? Alors tout à fait, vous avez bien résumé effectivement le cheminement que nous devons suivre avec les préfectures des départements qui nous accueillent lors de nos manifestations. Juste pour revenir sur la Ligue des Champions, alors sans excuser effectivement les fautes ou les erreurs qui auraient été commises, il faut se rappeler que ce match ne devait pas se dérouler en France et qu'il a été organisé dans un délai très bref suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Je reviens sur ce fait parce que ça a contribué dans les différents documents qui ont été publiés par la suite par le préfet Cadeau qui était délégué interministériel aux Jeux Olympiques et Paralympiques, par un rapport parlementaire. C'est la préparation de l'événement. Donc je reviens sur la rencontre France-Angleterre. Donc, dès que nous avons connaissance effectivement du lieu choisi, de la typologie, voilà, c'est un match de rugby dans le cadre du tournoi Destination contre l'équipe d'Angleterre, que l'on sait effectivement que la fédération va octroyer un certain nombre de billets, donc il va y avoir des déplacements de supporters étrangers, que le match aura lieu en après-midi ou le soir, etc. Voilà, ça, c'est les discussions avec le diffuseur, par exemple. Avec le diffuseur. Donc, on se met autour de la table, bien évidemment, avec l'organisateur, dans ce cadre, du tournoi Destination. Ensuite, avec le diffuseur, parce que, bien évidemment, il faut qu'il nous valide, entre guillemets, en tout cas, qu'on trouve le bon lieu, le bon horaire. On expose tout cela à la préfecture. Et en tout cas, dans le cadre de mon domaine, la sécurité et sûreté. Et là, on élabore, dans le cadre du continuum de sécurité, quels sont les moyens que l'organisateur doit, et non pas va, mais doit mettre en œuvre, avec des agents de sécurité privés, avec des agents d'accueil, et en complément, effectivement, pour organiser au mieux sur la périphérie de l'enceinte, sur l'accueil dans les gares, les aéroports, dans la périphérie du stade, les forces de sécurité intérieure qui sont des forces de police, les compagnies républicaines de sécurité, de gendarmerie. Par rapport à ça, au niveau de... Souvent le terme revient d'ailleurs, continuum de sécurité. Qu'est-ce que, en termes de sécurité privée, il y a véritablement cet accompagnement, de toute manière cette nécessité d'être présent ? Alors je pense qu'il y a un véritable accompagnement et ça se traduit également parfois par l'obligation pour l'organisateur de l'événement de prendre en charge les frais en tout ou partie des forces de l'ordre. Alors je pense qu'il y a des accords qui sont régulièrement trouvés, que ça se passe presque entre gentlemen, même s'il peut y avoir des parties de bras de fer, parce qu'on ne trouve pas de contentieux sur la matière. Et donc je pense qu'il y a un certain équilibre qui est trouvé, mais... Eric Oui, tout à fait. Il y a l'instruction ministérielle du 8 avril 2022 relatif à l'indemnisation des services d'ordre nous donne la trame et les éléments nécessaires de compréhension et d'élaboration des échanges entre la préfecture, les forces de sécurité intérieure et l'organisateur. L'organisateur ne peut et ne souhaite pas, effectivement, la présence des forces de l'ordre, dont ce n'est pas la mission principale, pour générer la palpation, pour rentrer dans un stade, pour être en bord de pelouse. Ils peuvent venir, par contre, en appui, soit dans nos enceintes, ou bien évidemment en périphérie de l'enceinte, pour mener à la fois les missions qui leur incombent, les missions régaliennes de l'État, et compléter effectivement pour assurer la sécurité de cette manifestation. Donc il y a une
une discussion, des échanges qui ont lieu sous couvert de la préfecture, des préfectures de département, pour déterminer le dispositif de sécurité à mettre en place pour un événement. Le dispositif qui doit être mis pour accueillir le public, accueillir les équipes, accueillir les officiels des hôtes des pays étrangers qui seront présents. Et nous construisons, encore une fois, je reprends ce mot, dans le continuum de sécurité, un dispositif qui doit être complémentaire, qui ne doit pas être... un ne doit pas prendre le pas sur l'autre. Enfin voilà, il y a une vraie délimitation des espaces qui sont dévolus, de la responsabilité des espaces à sécuriser entre l'organisateur et l'État. Et ensuite, des échanges ont lieu pour, mais entre gentlemen, comme vous l'évoquez, définir le bon niveau de l'analyse. On fait une analyse de risque du dispositif. Un match de football, un derby entre l'Olympique de Lyonnais et Saint-Étienne, le match Paris Saint-Germain-Marseille, une finale, un France-Angleterre de rugby ou un match entre deux clubs. Le dispositif sera différent parce que l'analyse sera appréciée. Donc, la jurisprudence dans le terme de conflit ou d'échange existe peu, voire pas, dans le cadre de nos manifestations sportives, tout en sachant que, de fait, également, le préfet a le dernier mot. C'est-à-dire que l'instruction ministérielle détermine bien que l'analyse, in fine, sera déterminée selon les critères retenus et appréciés par la préfecture de département. Une fois qu'on a dit ça, l'idée est plutôt d'associer tout le monde, d'écouter tout le monde et de mettre des dispositifs. Des dispositifs qui peuvent être aussi différents selon la capacité des uns et des autres à mobiliser aussi des forces. Les forces régaliennes de l'État peuvent être appelées sur un autre type de manifestation, qu'elle soit sportive, récréative, sociale ou autre. Et l'organisateur aussi ne pas pouvoir, nous l'avons souvent évoqué avant les Jeux Olympiques, la capacité à trouver 25 000 agents de sécurité simultanément quelques jours sur l'Île-de-France. Donc là, il y a un vrai échange, il y a une vraie collaboration. Et comme vous l'avez rappelé, la Ligue des champions, en tout cas, a été, malheureusement, pour les personnes qui ont été victimes, mais a été une vraie prise de conscience des organisateurs et de l'État de se mettre vraiment autour de la table avec la SNCF, la RATP, tous les services qui concourent à la bonne organisation d'une manifestation pour déterminer ensemble, sans s'opposer, ensemble le bon degré, le bon niveau. Au niveau du droit, si j'ai bien compris, et pour ceux qui nous écoutent, ça veut dire que le droit donne in fine, le choix revient au préfet. Alors c'est exactement ça, pour reprendre l'expression d'Éric, c'est le dernier mot revient au préfet. Et en même temps, je pense que c'est assez protectrice pour les organisateurs. Imaginez qu'il y ait le moins de problèmes. À ce moment-là, l'organisateur se retranche derrière le préfet en disant c'est lui qui a exigé ces mesures de sécurité, qui a contrôlé ce que j'ai fait. Donc, sauf s'il y a une mauvaise application de ce qu'a préconisé le préfet, ça exonère de sa responsabilité l'organisateur. Donc... Non, tout à fait. C'est une assurance également, comme vous le rappelez, d'être sûr, parce que l'organisateur peut connaître la situation à l'instant T, le niveau Vigipirate qui est actuellement sur le territoire national, mais n'est peut-être pas non plus le plus à même d'expertiser certains points. Tout en sachant que le ministère de l'Intérieur, les préfectures,
il veille à ne mettre en œuvre que les moyens nécessaires. Alors même si, dans le cadre des Jeux Olympiques, tous les Parisiens ou tous les Franciliens trouvaient effectivement rassurant qu'il y avait, voilà, encore une fois, l'analyse de risque, la typologie de cette manifestation unique qui a eu lieu en France cet été. Mais encore une fois, voilà, le préfet demande, lorsqu'il établit un dispositif, il demande ensuite au ministère de l'Intérieur, en motivant effectivement sa demande, si il a besoin d'une force, 2 forces, 3 forces. Donc il y a une expertise à différents niveaux. Il peut y avoir aussi des directives nationales en fonction effectivement d'un conflit international. Pour bien comprendre, ce que je comprends, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'à un moment donné, on croise les agendas. C'est-à-dire qu'il y a l'agenda de l'événement du France-Angleterre et puis il y a les agendas de la société civile, du quotidien, c'est ça ? Oui, tout à fait. Et là, on en revient effectivement aux réunions préparatoires et à l'information au plus tôt des préfectures, même lorsqu'on a encore peu d'éléments sur le déroulé de la manifestation en tant que telle, sur les animations qui auront lieu in stadia ou sur le parvis, par exemple. Mais au début, quelques mois avant, on va présenter l'événement, réfléchir ensemble en fonction de la typologie des supporters ou du public accueilli. Est-ce que c'est un public familial? Est-ce que les gens vont utiliser les transports en commun? Est-ce que ce pays fait l'objet de menaces particulières? Est-ce que la météorologie, en plein mois de juillet, on risquerait une canicule ou l'hiver, effectivement, de rencontrer des difficultés de neige si on joue à Grenoble, voilà, et qui pourrait non pas annuler simplement la manifestation parce que le terrain serait enneigé, mais parce que les quarts des écoles de rugby ne pourraient pas repartir du stade et qui, voilà. Donc il y a un vrai échange qui est très intéressant et qui, je pense, s'est vraiment développé ces dernières années grâce à l'organisation des grands événements en France, des grands événements sportifs internationaux. Et si on devait le résumer pour rester dans le rugby, par exemple, il n'y aurait pas 2 matchs de rugby, que ce soit top 14, Pro D2 ou autre, pendant les fêtes de Bayonne, par exemple, pour éviter un surplus. Au niveau du droit, maître, justement, alors on parle depuis tout à l'heure du continuum quand même de la sécurité, mais ça veut dire que la sécurité privée y est à l'intérieur. Que dit le droit par rapport à Monsieur Tout-le-Monde qui veut ou qui va se rendre au stade par rapport à ça et aux contrôles qui peuvent être faits? Alors, derrière le contrôle de Monsieur Tout-le-Monde, il y a ce qui a été, on ne peut pas parler de problématique, mais il y a le cas des agents de sécurité qui relèvent du CNAPS comme n'importe quel autre agent de sécurité de France et de Navarre. Et la préoccupation que j'ai, c'est le problème des EPI, c'est-à-dire les équipements de protection individuelle. Puisque, alors certainement pas dans le rugby qui est un sport un peu calme, mais dans d'autres sports comme par exemple le football, est-ce qu'ils risquent pas le jet d'une canette de bière, enfin ce qui n'aurait pas été supprimé à l'entrée ou autre, et est-ce qu'ils sont suffisamment protégés avec des tenues ad hoc? Alors on a maintenant une petite complication avec l'arrêté du 19 juillet 2023 qui nous conduit à avoir un port d'uniforme à peu près partout identique pour tous les agents de sécurité. Et je me suis posé en termes de responsabilité de l'organisateur la question de savoir c'est comment on peut se prémunir de ces risques. Et puis on reste quand même dans un événement généralement ludique, sportif, détendu. Et on ne peut pas non plus les armer comme des CRS qui feraient une charge. Donc... Tout à fait, vous avez raison, maître. L'organisateur, donc une fois qu'il a défini son dispositif de sécurité, choisit les sociétés de sécurité qui sont recensées par le CNAPS, pour lequel le dirigeant a un agrément de dirigeant de société de sécurité et la réglementation qui s'impose. Donc dans le cadre des EPI, des équipements de protection individuelle, on parle d'une paire de gants, on parle de chaussures coquées, on parle de vêtements de pluie ou pour l'hiver ou autre. Mais il est vrai que la protection, en tout cas pour les agents qui travaillent dans
dans nos enceintes sportives ou qu'elles soient culturelles, n'ont pas la destination comme les forces de l'ordre. Ils ne font pas du maintien de l'ordre. Donc il y a une vraie volonté aussi du législateur de bien différencier quelles sont les limites des missions d'un agent de sécurité et ils n'ont pas la possibilité d'intervenir, de faire du maintien de l'ordre ou autre. Donc il a été décidé de ne pas leur doter. On voit ce sujet est souvent évoqué pour les polices municipales aussi. Voilà. On ne doit pas confondre, alors dans la tenue et dans les missions dévolues aux forces de sécurité intérieure et les missions aux agents de sécurité privés. Sauf cas particulier, les agents de protection rapprochée ou les convoyeurs de fonds. Et dans ce cadre-là, oui, l'évolution de la société, alors qui évolue certes dans le public du rugby, mais dans d'autres sports également, on a là aussi à nos côtés, aux côtés de ces agents, dans ces cas-là, dans le football en particulier, à proximité, les forces de l'ordre qui, elles, peuvent intervenir. Mais nous ne sommes pas à l'abri. Un agent de sécurité ne porte pas de gilet de protection. Voilà, ça ne fait pas partie de ses missions. Ce n'est pas la formation qu'il a reçue. Et surtout, c'est pour le préserver lui aussi, lui, son employeur, l'organisateur qui l'emploie. Effectivement, il n'est pas officier de police judiciaire. C'est les limites de son exercice et on considère que l'équipement dont il est doté correspond à ses missions. Maintenant, peut-être que le législateur devra revoir effectivement sa position si malheureusement les faits de société, parce qu'on le voit aussi malheureusement des agents de sécurité qui sont le premier rempart, parce que même si à proximité il y a de la force de sécurité intérieure, ils sont le premier rempart. Alors peut-être de mots déplaisants, c'est dommageable, mais d'un coup de couteau, voire plus. Mais je suis assez d'accord avec vous. Et en fait, vos propos soulèvent deux questions. Alors, je suis tout à fait d'accord avec les missions qui sont confiées aux agents de sécurité qui ne font pas du maintien de l'ordre. C'est de la prévention. Et un agent de sécurité, ça ne dispose pas de plus de pouvoir, alors je outrepasse un peu le propos, qu'un citoyen lambda. Donc il n'a pas la possibilité d'arrêter un supporter un peu trublion, etc. Donc c'est normal qu'il ne soit pas équipé en conséquence. Par contre, et c'est le deuxième point sur lequel je voulais revenir, c'est les EPI. Il se balade dans le cadre de sa mission, quelqu'un lui jette un projectile sur la tête, mais ils n'ont pas de casque. Et est-ce que ça peut poser des problèmes à l'organisateur où on va vous dire, vous, en tant qu'employeur, vous auriez dû avoir conscience des risques, c'est la législation classique en matière d'accident du travail. Tout à fait. Alors, la première mesure, parce que des groupes de travail réfléchissent sur ces sujets, c'est logiquement, ce qu'on nous redit, nous, organisateurs de manifestations, il y a des palpations à l'entrée des stades. Donc dans un premier temps, tout ce qui est objet interdit, d'où la liste des objets interdits, ne doivent pas parce que ce sont des projectiles. Alors, ce qui n'empêchera jamais quelqu'un de mal intentionné de jeter son téléphone portable s'il vous arrive avec une certaine force dans le visage, c'est dommageable. C'est un sujet de réflexion actuellement sur la protection des personnels, la responsabilité de leur employeur et de la personne et des organisateurs qui font appel à eux. Et c'est aussi une réflexion sur, en comparaison avec des pays étrangers, vous allez en Espagne, effectivement, sur les bords de terrain, vous avez des agents de sécurité privés qui ont des équipements de protection similaires aux forces de l'ordre, voire des forces de l'ordre. En reprenant un petit peu la convivialité, la festivité qu'on a vue lors des Jeux Olympiques, on ne souhaite pas, en tout cas, on espère ne jamais en arriver là, dans la convivialité aussi de nos événements. Les agents de sécurité sont là pour rassurer les gens, ils sont là pour leur permettre de venir en toute quiétude assister à un événement et permettre à l'organisateur de remplir effectivement ses responsabilités.
les tenues de maintien de l'ordre sont à la fois rassurantes dans le contexte international que l'on connaît, mais peuvent être aussi anxiogènes ou générer dans certains autres endroits. Voilà, peuvent être voilà. Donc tout ça est à apprécier. Un autre point aussi, c'est ces équipements coûtent cher. Ces équipements coûtent cher. Les services de forces de sécurité intérieure, l'armée ou autre est doté d'équipements de protection individuels, voire attachés même à la personne. Ça, c'est aussi une problématique pour les sociétés de sécurité s'il fallait qu'ils déploient ces équipements en tout lieu, parce que on imagine un match au Stade de France avec une fédération ou un club de football professionnel, mais nombre de manifestations sont dans des enceintes plus petites, dans d'autres ambiances. Et là, il faudrait être capable de déterminer oui ou non s'il faut. Et voilà. Donc la déclinaison sur le territoire national ne serait pas aisée et serait très difficile à mettre en œuvre. Alors, moi, j'ai une autre problématique parce que je suis maître des horloges et le temps passe, mais c'est passionnant, la preuve en est. C'est que vos échanges font que ça se nourrit et ça nous nourrit aussi de l'expression. Il reste vraiment 2 minutes, mais mettre peut-être encore une question ou réflexion par rapport au droit, qui est quand même votre, et notamment de la sécurité privée, qui est votre domaine, votre expertise avec votre cabinet. On comprend bien là que l'organisateur du match, on reste sur notre exemple France-Angleterre, doit référer à tout un cadre également législatif. Il ne peut pas de lui-même décider du lieu, de l'endroit, de l'heure, etc. Est-ce qu'il y a d'autres choses également qui protègent quand même celui qui va au stade? Alors je pense notamment peut-être sur les manières d'être, la reconnaissance faciale. Que dit le droit là-dessus par rapport à ça? Alors, donc l'histoire de la reconnaissance faciale, de la biométrie d'une manière générale, c'est un sujet extrêmement explosif, parce que ça peut être extrêmement attentatoire à la vie privée. Et d'un certain côté, vous avez des interdits de stade, alors, pas tellement dans le rugby, mais plutôt, je pense, dans le football. Et comment identifier ces individus qui sont interdits? Ils peuvent prendre un billet au nom d'un copain, enfin on peut tout imaginer, et donc se pose véritablement un problème de contrôle. Donc actuellement la reconnaissance biométrique c'est de l'interdit, comme ça. Mais on a une ouverture qui se fait avec le règlement sur l'IA qui a été adopté au printemps, et qui, en fait, il faut voir ce qu'on entend par reconnaissance faciale. Je vais prendre un petit exemple. Dans une foule de 1000 personnes, la reconnaissance faciale à la chinoise, on sait qui sont les 1000 personnes. Et puis vous avez ce que j'appelle un petit peu improprement l'identification faciale. J'ai mon interdit du stade et je suis capable de le reconnaître parmi les 1000 personnes, mais j'ignore qui sont les 999 autres. Donc on a une protection de la vie privée. Et j'espère que cette adoption du règlement sur l'IA qui rentrera en vigueur dans 2 ans permettra une souplesse et permettra au stade et puis à d'autres entreprises d'avoir des moyens techniques pour assurer plus de sécurité pour les spectateurs et les joueurs. Alors, même si peut-être que le rugby en est un peu protégé, parce que c'est vrai qu'on a plutôt tendance à voir dans les tribunes des supporters de 2 équipes finalement être collés l'un à l'autre et sans qu'il y ait de débordement. Néanmoins, de par votre titre de directeur de la sécurité, de la sûreté, lors des échanges que vous avez, comme celui-là ici avec Maître par exemple, c'est des choses auxquelles vous projetez vers demain quand même, vous réfléchissez à se dire comment les nouvelles technologies, on va pouvoir les appréhender tout en respectant le cadre juridique, comme l'a rappelé Maître. Oui, je pense que nous attendons effectivement les réflexions du législateur sur le sujet, parce que cela nous permettrait de donner encore plus de sécurité dans le cadre de nos événements, alors tout en garantissant la liberté des personnes et le droit à l'image, mais effectivement en s'appuyant encore une fois sur des outils qui seraient paramétrés. On éviterait l'analyse humaine qui, quelquefois, dans le cadre de nos manifestations, alors une manifestation de rugby, un agent, il va être pendant 3 heures, 4 heures, 5 heures en poste, mais sur des événements où l'amplitude est plus importante. Là, on a vu les Jeux Olympiques, quelquefois, ou par exemple à Roland-Garros,
où les gens sont là, alors même s'ils respectent bien évidemment la réglementation du travail, mais ils peuvent là. Donc c'est quand même ça serait une sécurité pour l'organisateur, une sécurité pour les gens que nous accueillons, pour les gens qui travaillent sur nos manifestations, que de pouvoir s'appuyer effectivement dans un cadre précis, non pas à la chinoise ou effectivement sur ce principe, mais de garantir, tout ça contribuerait encore une fois à garantir la sécurité des gens qui viennent sur nos manifestations, que ce soit des spectateurs, des salariés, des acteurs, et peut-être également, alors non pas l'idée de ne pas faire appel à l'humain, mais en tout cas d'élaborer nos dispositifs de sécurité en ajoutant effectivement de la technologie. On l'a vu, au lieu de faire des palpations manuelles, on peut avoir des portiques. Donc tout ça nous donne aussi une fluidité, un meilleur confort, ce qu'on appelle un meilleur parcours client. Donc si les gens effectivement peuvent se rendre dans une enceinte sportive avec une meilleure fluidité et en garantissant le même niveau de sécurité, sans entraver leur liberté individuelle, cela est très important. Après, nous, la difficulté, c'est de pouvoir équiper les enceintes. Donc là également, il est vrai que la réglementation elle propose, mais si elle devait aussi également obliger, il y aurait aussi des contraintes. Alors la réglementation, c'est un peu souvent plus de 1500 personnes, mais quand on part de 1500 personnes dans des stades ou dans des enceintes jusqu'à 80 000 au Stade de France, voilà. Donc c'est à mesurer, mais la technologie, oui, c'est un outil qui est très intéressant. Intéressant aussi, c'est l'horloge qui est arrivé au bout. On a fait les demi-temps de ce match. Merci beaucoup à vous deux. Peut-être un petit mot pour finir, si vous deviez, mais vraiment en un mot, si vous deviez résumer votre fonction, je rappelle, directeur de la sécurité, de la sûreté au sein de la Fédération française de rugby, ça serait quoi? Donc il m'incombe la réalisation des dispositifs de sécurité et de sûreté sur l'ensemble des événements sportifs et institutionnels de la Fédération française. Pour que tout se passe bien. Pour que tout se passe au mieux, en liaison avec les services de l'État, et ça c'est très important également, avec tous les services qui contribuent à nos côtés, à nous accompagner lors de nos manifestations. Maître, juste en un mot, est-ce que tout ce qu'on a vu, on en a parlé pendant les Jeux Olympiques, Paralympiques, est-ce que ce qui a été fait, notamment ce continuum qui a été salué, le continuum, est-ce qu'il doit faire office de référence demain pour toute manifestation sportive, là, parce qu'on parlait de ça, mais ça peut être culturel et autres? Alors moi, je pense que c'est pour ça que j'ai été très intéressé par le thème que vous avez proposé, que c'est la collaboration qui existe, ou le continuum sécurité privée et force de l'ordre est exemplaire dans le domaine du sport. Et je pense qu'on devrait s'en inspirer dans bien des domaines de sécurité pour qu'il y ait une meilleure collaboration, plus de fluidité. Et je pense qu'on y viendra tôt ou tard. Merci beaucoup, en tous les cas, Éric Ledeuil, directeur du Centre national de rugby, directeur de la sécurité sûreté, d'avoir été avec nous. Merci à vous, maître Thibaut du Manoir de Juhé. Je vous rappelle que vous êtes le fondateur du cabinet du Manoir de Juhé. Merci à vous d'avoir été en notre compagnie. Vous en savez certainement beaucoup plus maintenant sur l'organisation des manifestations sportives. Aussi, lorsque vous vous rendrez au stade, eh bien, regardez d'un œil peut-être un peu différent. Tout ce qui a été fait l'aura été en amont pour notre sécurité. Merci à tous, on se retrouve bientôt pour un nouvel opus du podcast The News Sécurité.